Bonjour à tous. L'Europe, 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 comme une migraine entêtante, le Brexit devenu plus incompréhensible que les règles du cricket, et qui bouge totalement l'horizon européen. Et nul ne sait désormais quand est-ce que ce smog va pouvoir enfin se dissiper. Les élections au Parlement européen qui mobiliseront sans doute moins d'électeurs que le dernier concours de l'Eurovision et qui envoient on ne sait où des parlementaires qui font on ne sait quoi. Et puis, mais on sait en moins que ce sera la lutte finale entre populistes et progressistes, entre le bien et le mal. L'Europe dont la France a été l'un des principaux architectes et dont les Français ne voudraient désormais plus entendre parler. C'est cette énigme qu'a cherché à comprendre Pierre Ménat et qui publie cet ouvrage « France cherche Europe désespérément ». Bonjour Pierre Ménat. Bonjour. Alors vous avez été l'un des contremaîtres du grand chantier européen puisque vous avez été tout à la fois conseiller de ministre des Affaires étrangères, oui, conseiller du président de la République, 2 fois directeur des affaires européennes au Quai d'Orsay, puis ambassadeur dans plusieurs capitales, notamment à l'est de l'Europe. Et vous signez donc ce livre qui est une sorte de... C'est le roman de l'Europe, le roman positif d'une Europe à laquelle vous croyez et que vous voulez voir advenir. Vous n'avez pas l'impression que c'est plutôt, pour l'instant, un roman qui se termine en queue de poisson? Si, pour l'instant, non, le roman n'est pas positif. Je crois qu'il est réaliste. Dans ce que je relate, il est réaliste. Je crois qu'il y a eu une rupture en 2005. Les Français, il y a 20 ans... 2005, le référendum. 2005, le référendum. Et les Français refusent donc le saut fédéral. On peut dire ça comme ça. Mais ouais, c'était pas... Bon, quand on voit maintenant le traité de Lisbonne, parce que le traité de Lisbonne reprend l'essentiel de la Constitution. C'est le tour de passe-passe qui ruine, après avoir ruiné le projet européen, le tour de passe-passe ruine la confiance de l'électeur dans la démocratie. Oui, certainement. Et en plus, pour pas grand-chose, parce qu'on voit bien, quand vous dites un saut fédéral, on voit que le traité de Lisbonne, parce qu'au bout de 10 ans, si je vous demandais, je sais que c'est vous qui posez les questions ici, mais si je vous demandais qu'est-ce que le traité de Lisbonne a changé, je ne suis pas sûr que vous seriez tellement en mesure de me répondre. Moi, je vais vous donner un élément qui a changé, c'est le droit de retrait d'un État membre. Vous en parliez avec le Brexit. Exactement. C'était pas prévu avant. C'était pas prévu, alors bon. Mais ça marche vachement bien, d'ailleurs, on le voit. On peut le mesurer depuis 1 an et demi, on le mesure tous les jours. Il n'y a qu'un pays, pour l'instant, qui l'a utilisé. Et ce pays... les Anglais se tirent les premiers. Les Anglais se tirent les premiers, mais ils sont ni membres de la zone euro, ni membres de Schengen. Et malgré tout, c'est très difficile, on le voit. Vous pensez qu'ils vont vraiment partir? Oui, je pense. Et qu'ils vont revenir? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que alors sinon ils s'appliqueraient à eux-mêmes la règle de la double peine, c'est-à-dire de deuxième référendum. Moi, je n'y crois pas, mais je peux me tromper. Je peux me tromper, peut-être. Alors, est-ce que vous pensez, comme finalement la plupart des europhiles, pour pas dire des eurocrates, que les Anglais dehors, ils avaient toujours eu un pied dedans, un pied dehors, bon débarras, au revoir, tant pis, tant mieux? Non, je crois que c'est pas si simple. C'est pas si simple du tout. On s'est beaucoup abrité derrière les Anglais. Il y a d'autres, même sans les Anglais, on sera 27. 27, c'est beaucoup, et donc c'est très difficile d'avancer. Oui, mais on sera 27, mais vous ne pouvez quand même pas mettre Malte, Chypre ou la Slovénie au même rang que la deuxième économie européenne. Bien sûr. Le fait que les Britanniques sortent, c'est pas... C'est la troisième. Un deuxième... Oui, deuxième ou troisième. La troisième après la France. Vous ne trouvez pas que c'est une torpille quand même au-dessous de la ligne de flottaison après 2005? Moi, je crois. Oui, je pense aussi. Maintenant, la question est de savoir quelles seront les relations avec les Britanniques. Parce que, par exemple, dans le domaine de la défense, je crois qu'il faut maintenir avec eux... Il n'y a pas de défense européenne sans les Britanniques. Il n'y a pas de défense européenne tout court. Il n'y a pas de défense européenne tout court. Si on veut en faire, il faudra mettre les Britanniques avec nous, dans une autre relation peut-être. Dans un autre monde, dans une autre relation en tout cas. Maintenant, pour ce qui concerne les 27, vous avez raison, au sens où ça va pas, le départ du Royaume-Uni ne va pas tout simplifier. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est ce que je relate dans ce livre qui n'est pas optimiste, qui est réaliste. Non, il n'est pas optimiste, il est très détaillé. Oui. Et il se lit, c'est vraiment, c'est pas un cours, c'est une... Pour ce que j'en ai lu, parce que je n'ai pas tout lu. Vous avez le temps. Donnez-moi une bonne raison de le lire. Les propositions que je fais. Alors d'abord, c'est des propositions qui, d'abord, n'écartent pas les cartes sur le fond, mais abordent la question du Frexit. Je crois que ce serait du mépris que de ne pas examiner, puisque c'est proposé par certains.
Je l'écarte parce que je pense qu'il ne faut pas casser la baraque. Deuxième chose que j'écarte, c'est la révision générale des traités, c'est-à-dire se lancer dans un nouveau Lisbonne, parce que ça ne mènerait à rien. Il faut l'unanimité ratifiée par tous les États membres. Je ne pense pas que ce soit la solution. Oui. Donc il y a beaucoup de pistes qu'on peut faire sans changement des traités. D'abord, premièrement... Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'on s'est obnubilé sur les questions des institutions, les questions du mécano C'est exactement ça. Oui. C'est exactement ce que je vous dis. On peut faire beaucoup de choses dans le cadre d'institutions actuelles. Et qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, je finis, le repli américain qui se retranche derrière leurs frontières, la montée en puissance de la Chine, que l'Europe, finalement, les Européens en tout cas, sont seuls face au Moyen-Orient, seuls face à l'Afrique du Nord et à l'Afrique tout court, seuls face à beaucoup de menaces et à l'empire chinois qui monte. Et c'est peut-être une chance. C'est peut-être une chance parce que soit ils se réveillent et réalisent qu'ils sont seuls et qu'ils sont les seuls à pouvoir réagir, ou bien ils ne se réveillent pas. C'est le chantage au chaos. Mais pour cela, oui, mais c'est pas le chantage au chaos. C'est, vous le disiez, nous sommes dans une situation nouvelle, internationalement, et où il y a des puissances, il y a la Chine, les États-Unis, et l'Europe peut exister. Donc, si vous me demandiez les raisons de lire ce livre, vous trouverez une raison en matière de politique étrangère et de défense, et qui est assez peut-être paradoxale. Moi, j'ai ressorti le plan Fouché du général de Gaulle, et je pense que les raisons qui, à l'époque, avaient fait que le plan Fouché n'a pas marché, peut-être sont aujourd'hui dépassées, et qu'aujourd'hui, il pourrait marcher. Alors, expliquez-nous le plan Fouché. Le plan Fouché, c'est une union politique entre, à l'époque, les six. Pourquoi il n'avait pas marché? Une union politique où il y avait à la fois la politique étrangère et la défense, beaucoup plus que maintenant. Alors, la question que je vous pose, qu'on évoquait à peine en discutant du Brexit, est-ce que vous ne croyez pas que les nations qui, au départ, ont été à l'origine de ce projet européen, et dont vous racontez longuement la genèse ici, est-ce que vous ne croyez pas que ces nations doivent se retrouver pour, à côté de cette machine bureaucratique qui est devenue ingérable à 27, faire quelque chose de plus intégré. Mais c'est exactement ce que je propose. Et de plus énergique. Exactement. Alors, pour ceux qui le voudront, bien sûr, parce que, comme vous le disiez, on ne peut peut-être pas mettre tout le monde, pour des raisons à la fois de capacité et de volonté. Parce que je ne sais pas, moi, si les pays baltes vont vouloir se retrouver autour d'un projet. Mais le plan Fouché, c'était politique étrangère et de défense, mais sur un plan étatique. Ça n'avait aucune chance. Non, mais pourquoi ça n'avait aucune chance? C'est une question qu'il faut aborder. Pourquoi ça n'avait aucune chance? D'abord parce que nos partenaires, qui étaient à l'époque la Belgique, la Hollande, exigeaient qu'il y ait le Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, le Royaume-Uni est parti. Deuxièmement, ils exigeaient que ce soit sous l'autorité de Washington. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut en revenir. Et troisièmement, ils voulaient que la communauté européenne, ce qui était à l'époque la communauté, soit autonome et ne soit pas dirigée par les États. Mais aujourd'hui, on voit bien que cette union où nous sommes, qui est-ce qui dirige? Il y a le Parlement européen, bien sûr, qu'on va élire, mais il y a surtout le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Mais il ne vous a pas échappé qu'il y avait quand même dans le pays, depuis 15 semaines, un peu d'agitation de gens qui veulent garder la main et le contrôle de leur avenir. J'en parle justement. J'en parle pour dire que c'est un symptôme, vous avez raison, un symptôme assez fort. Au fond, quand on regarde ce mouvement des Gilets jaunes, on s'aperçoit que l'Europe n'est pratiquement jamais évoquée, sauf comme punition. Mais quand l'Europe, justement, quand la Commission européenne met à l'index des pays en reprochant au gouvernement qui les dirige leur populisme et leur traitement de la question immigrée, la question de l'immigration est la question sensible, c'est le levier. C'est pour ça que monsieur Orban en Hongrie, monsieur Salvini, etc., sont considérés comme des gens infréquentables. Oui, je crois que je suis d'accord avec vous, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Alors ils ne disent pas vous êtes populiste, ils disent il y a telle ou telle règle de droit que vous ne respectez pas. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, d'autant que nous allons avoir les élections au Parlement européen, vous en parliez, et il va y avoir dans un certain nombre de pays une progression de ces partis. Vous avez été le conseiller de Jacques Chirac à l'époque où celui-ci s'était opposé à ce que dans l'inventaire des origines de l'Europe, les racines chrétiennes soient mentionnées. À l'époque, on espérait à l'époque, il comptait, il pariait sur l'entrée de la Turquie. Est-ce que vous pensez que ce jour-là, il s'est tiré une balle dans le pied? Sur les racines chrétiennes ou sur la Turquie? Oui, en déniant qu'il y ait... en refusant qu'il y ait cette citation. Il n'a pas dénié. Bon, il y a deux questions complètement différentes, à mon avis. La question des racines chrétiennes, faut-il mettre ça dans un traité? Moi, je suis très ouvert là-dessus.
Peut-être qu'il a eu des réserves un peu trop fortes, je ne sais pas. Deuxièmement, sur la Turquie, c'est un problème beaucoup plus compliqué. On voit bien aujourd'hui, c'est un argument qui a été beaucoup utilisé dans les années 2000, Ouais. Et notamment au moment du référendum, vous vous rappelez, par beaucoup d'intervenants pour faire peur un peu. Donc, en disant, et d'ailleurs, je comprends, parce que c'était l'entrée de la Turquie, je comprends très bien. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, j'ai jamais pensé que la Turquie entrerait, mais à l'époque, on le montrait comme une possibilité. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Pourquoi M. Chirac avait-il fait ça? Parce que il pensait, il était partagé, mais il pensait que on ne pouvait pas dire non à la Turquie parce que l'argument serait vous nous refusez parce que nous sommes musulmans, parce que nous sommes un État musulman. Donc voilà pourquoi il a fait ça. Mais cela dit, aujourd'hui, ça n'a pas. Vous voyez bien que l'adhésion de la Turquie n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Ah ça, elle ne risque pas de l'être avant un certain temps. Non. France cherche Europe désespérément. C'est publié aux éditions de l'Harmattan. Merci beaucoup, Pierre Ménard. Merci, Vincent Hervouette, de votre invitation. À bientôt. Ainsi va le monde, ainsi va l'Europe. L'info continue sur la chaîne Info.